Bonjour, bienvenue à la correction de l'exercice du Chenelière, page 18 à 23, qui est en fait sur tout ce qui est la responsabilité de l'infirmière auxiliaire en lien avec la loi, les rôles des différents professionnels et aussi les registres de signature d'analgésiques narcotiques. Donc, à la question 1, on vous demandait pourquoi l'infirmière auxiliaire doit connaître le rôle de ses collaborateurs. Quand on travaille en équipe, on doit se référer à différents membres de notre équipe de façon quand même fréquente. Si je veux savoir à qui je dois m'adresser pour, par exemple, administrer tel ou tel médicament, si moi je ne peux pas le faire, ou qui va faire la prescription, etc., bien, c'est sûr que je dois connaître le rôle des différents collaborateurs pour être en mesure de savoir à qui je dois me référer. Je fais la correction relativement rapidement, mais n'hésitez pas au besoin à faire pause pour prendre les réponses en note. Si jamais des questions qui vous viennent pendant la correction, n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur le Teams du groupe de pharmacothérapie. Je suis toujours présente pour répondre à vos questions au besoin. Donc, à la question 1, il est important que l'infirmière auxiliaire connaisse bien le rôle de ses collaborateurs puisqu'elle doit s'y référer souvent dans le cadre de son travail. À la page 19, on vous demandait le client des droits en lien avec la pharmacothérapie. On vous demandait d'en nommer 3 et de donner un exemple. Il y a vraiment plusieurs droits de la personne soignée et ils s'appliquent tous à la pharmacothérapie. Donc, quand on parle le droit à l'intégrité, à l'inviolabilité, le droit à l'information, le droit à la vie et à la sécurité qui implique que le patient doit recevoir les traitements qui sont nécessaires à son état de santé. On a le droit au respect, le droit à la confidentialité. C'est tous des droits qui peuvent s'appliquer à la pharmacothérapie. Donc ici, on vous demandait de faire un lien avec un droit. Par exemple, si vous avez dit le droit à l'information, le client a droit de recevoir toutes les informations par rapport à c'est quoi le médicament que je prends, c'est quoi les avantages, c'est quoi les risques, c'est quoi les effets indésirables de prendre avec ce médicament-là. Donc, si je donnais l'exemple du droit à l'information, je devais avoir un exemple de non-respect. Bien, par exemple, si j'administre un médicament à un patient sans lui dire les effets secondaires possibles, le patient n'a pas toutes les informations en main pour prendre une décision éclairée, à savoir est-ce qu'il veut le prendre ou pas. Donc, il y avait vraiment plusieurs réponses qui étaient possibles ici. Quand on parle du droit à l'inviolabilité, à l'intégrité, le droit de refuser un soin, par exemple, si le patient, je lui donne des médicaments dans la compote, donc je lui cache le fait de prendre des médicaments, je ne respecte pas son droit à l'information, mais je ne respecte pas son droit aussi à l'autonomie et à choisir pour lui-même parce qu'il ne sait même pas qu'il y a un médicament dans la compote. Donc là, je suis en train de camoufler quelque chose. Donc, pour certains droits, il y avait, ou même pour certaines situations, il y avait plusieurs droits de bafouer ici. Donc, je vous laisse, vous pouvez faire pause, prendre en note les exemples qui sont ici. Il s'agissait en fait de ressortir un droit et de donner un exemple où le patient n'était pas respecté dans la situation. Ensuite, on avait un tableau avec les différentes lois sur la pharmacothérapie, les lois et les règlements. La première, la loi sur les aliments et les drogues, c'est la loi qui s'applique à tous les aliments, les médicaments, les cosmétiques, les produits de santé au Canada, qui encadre, là, on avait vu la composition, l'étiquetage, donc pour s'assurer qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il y a dans les produits qui sont sur les tablettes et que chaque produit doit préalablement avoir été approuvé par Santé Canada. Quand on parle de la loi qui réglemente certaines drogues et substances, c'est la loi qui va contrôler tout ce qui est les substances qui peuvent nuire à la santé ou qui présentent un danger d'abus ou de dépendance. La loi sur la pharmacie, c'est la loi qui régit l'activité professionnelle des pharmaciens. Donc, c'est elle qui va encadrer tout ce qui est la pharmacie, donc la distribution, la vente des médicaments, par exemple.
Les règlements sur les normes relatives à une ordonnance, donc les ordonnances faites par un médecin, c'est les règlements qui vont encadrer sur une ordonnance, sur une prescription, c'est quoi les éléments qui doivent absolument se retrouver. Donc, comment une ordonnance pourrait être servie pour que le pharmacien puisse délivrer le médicament, c'est quoi les critères qui doivent être respectés sur cette ordonnance-là. Puis finalement, la loi sur la santé publique, c'est la loi qui vise la protection de la santé des collectivités. Donc, c'est elle qui encadre tout ce qui est la vaccination. À la question 4, on vous demandait qu'est-ce que c'est qu'une substance contrôlée? Donc, le nom le dit. Une substance contrôlée, c'est une substance sur laquelle on veut faire un suivi plus rigoureux. Pourquoi on a certaines substances qui sont contrôlées? Parce que c'est des drogues qui sont considérées par le gouvernement fédéral comme étant une drogue qui a un haut risque d'abus, un haut risque de dépendance, d'accoutumance. Donc, on veut savoir du moment où elle sort de la compagnie pharmaceutique qui l'a préparée jusqu'à ce que la personne la prenne. On veut vraiment être capable de suivre la chaîne au complet pour éviter qu'il y ait de l'abus ou que ces médicaments-là se retrouvent dans des mains qui pourraient s'en servir pour d'autres raisons que pour les indications médicales. À la question 5, on vous demandait de dire si c'était vrai ou faux. Donc, à la question 5, on vous demande le pharmacien est responsable du circuit des médicaments sous haute surveillance. C'était vrai. C'est le pharmacien qui va s'occuper de recevoir la prescription, qui va s'occuper de préparer les médicaments, de les donner à l'étage. C'est lui qui va recevoir une fois que la feuille de registre est complétée pour s'assurer qu'on a un suivi précis de ce qui se passe avec les médicaments sous haute surveillance. L'inhalothérapeute peut administrer certains médicaments, c'est vrai. L'inhalothérapeute va administrer tous les médicaments qui sont en lien avec les voies respiratoires, donc les traitements en inhalation, les traitements en nébulisation, par exemple, tout ce qui est pour les poumons, pour les voies respiratoires. L'infirmière auxiliaire peut administrer dans l'exercice de ses fonctions un médicament comme le Tylenol sans avoir d'ordonnance. C'est faux. Comme professionnel, tous les médicaments que j'administre comme infirmière auxiliaire doivent faire l'objet d'une ordonnance. On vous demandait en lien à la vaccination, la question 6, laquelle des activités ne relève pas de l'infirmière auxiliaire? C'était le C. Informer la direction de la santé publique de toute situation ou réaction inhabituelle. Généralement, c'est l'infirmière qui va s'occuper de remplir les formulaires à cet effet-là, mais préparer et administrer un vaccin ou contribuer à l'évaluation de la personne avant et après l'administration, c'est des tâches que vous pouvez tout à fait exécuter. Associer les compétences de l'infirmière auxiliaire qui sont en lien avec les indicateurs de compétences. Donc, par rapport à la pharmacothérapie, quand on parle de gérer son développement professionnel, le A, la bonne réponse était le C. Le développement professionnel, c'est tout ce qui est en lien avec la formation continue, maintenir ses connaissances à jour, connaître les nouveaux médicaments, les effets indésirables, les nouvelles méthodes d'administration, les changements en lien avec ça. Donc, c'est important de suivre des séances d'information qui sont liées à votre domaine d'activité pour garder vos connaissances à jour. Faire preuve d'un bon sens de l'observation. Donc, quand je donne des médicaments, je dois être, oui, à l'écoute avec mes oreilles, donc faire de l'écoute active, mais aussi avec mes yeux. Être capable de voir, de déceler chez mon patient des inquiétudes, des questions. Donc, je dois être quand même à l'affût de tout ce qui est son non-verbal pour pouvoir, être sûr que mon patient comprend bien, qu'il reçoit les explications nécessaires, mais aussi que s'il y avait des effets indésirables, que je sois à même de les déceler. Puis finalement, prodiguer des soins infirmiers, c'est de donner directement tout ce qui est en lien avec l'administration du médicament comme tel. Ensuite, on vous demandait de nommer 3 exigences de la loi par rapport à certaines drogues et autres substances. Donc, tout ce qui est opioïdes, par exemple, ou drogues contrôlées, il y a en place des règles qui sont applicables par rapport à ce genre de médicaments-là. Vous aviez ici un exemple
de quelques réponses, mais il y en avait plusieurs qui étaient valables dans la situation. Donc, la première, c'est qu'il doit avoir un registre. On doit être capable de suivre à la lettre où ce médicament-là se trouve. Donc, le décompte des narcotiques, le registre des narcotiques fait partie de cette loi-là. On avait ensuite tout ce qui est l'entreposage sécuritaire. Donc, les médicaments doivent être entreposés sous clé. C'est pas tout le monde qui doit pouvoir avoir accès aux médicaments. On doit être capable de faire un suivi par rapport à ça. On avait tout ce qui est les dispositions par rapport à la perte. Donc, le pharmacien doit déclarer dans un délai de 10 jours au bureau des narcotiques toute perte ou vol d'un opioïde. Puis, on avait tous les autres éléments qui sont en lien avec, par exemple, la pharmacie. Donc, la pharmacie doit recevoir une ordonnance écrite. On ne peut pas transférer une ordonnance d'un médicament, d'une drogue contrôlée d'une pharmacie à une autre. Donc, toutes ces informations-là, vous les trouviez à la page 6 dans votre chenevière. Ensuite, vous aviez une mise en situation. Donc, dans la mise en situation, on vous demande de placer les informations au bon endroit. Donc, de compléter une feuille de registre de suivi des narcotiques. Quand on regarde la feuille de registre de suivi des narcotiques, vous aviez en haut de la feuille ici l'identification du centre où la personne travaille. Donc, ici, par exemple, Centre universitaire de la Vallée. Donc, vous avez l'entête qui dit où le médicament se trouve. Ensuite, vous avez la date à laquelle le pharmacien a servi les comprimés, ou ici, c'est des ampoules de médicaments à l'étage, donc sur l'unité. Une feuille de registre de narcotiques, ce n'est pas nécessairement dédié à un patient, c'est vraiment dédié aux médicaments. La feuille de registre, c'est vraiment pour dire, dans ma pharmacie, j'ai tant d'ampoules de ce médicament-là et chaque fois que je sors une ampoule, peu importe pour c'est qui le patient, on va faire un suivi par rapport à ça. Donc, on avait ensuite, par exemple ici, la pharmacie a servi 100 ampoules à ce moment-là et il y en avait déjà 30 sur l'unité de soins. Donc, en ce moment, ou au moment où on a servi les médicaments dans l'armoire à narcotiques, il y avait 130 ampoules. Le produit, donc c'est de la morphine, il y a 10 mg de morphine dans une ampoule. Le nom du pharmacien, le nom de l'infirmière qui a reçu les ampoules à l'étage et le nom de la personne qui a donné ces ampoules-là à l'infirmière. À la première ligne, vous voyez ici, c'est un exemple de décompte de narcotiques. Donc, à la fin d'un quart de travail, par exemple, le 3 février 2013, à 6 heures le matin, au changement de quart de travail après la nuit au début du jour, on a fait un décompte. Donc, une infirmière de nuit, une infirmière de jour, donc une infirmière qui finissait son quart de travail avec une infirmière qui commençait. On a compté ensemble combien il y avait d'ampoules dans l'armoire et on a dit, les deux étaient d'accord qu'il y avait 130 ampoules dans l'armoire. Les deux personnes ont signé. Ensuite, à 9 heures le matin, Madame Courtemanche avait de la douleur, donc l'infirmière auxiliaire a pris une ampoule pour préparer le médicament de la patiente. Donc, on met toujours l'année, le mois, le jour, 2013-02-03 ici, à 9 heures. Pour Madame Courtemanche à la chambre 235, on a préparé pour lui donner, parce que c'est la dose qu'elle va recevoir, 5 mg. Il y a 10 mg dans une ampoule. Donc, si je donne 5 mg, l'autre 5 mg, une ampoule, quand je l'ouvre, je ne peux pas la refermer. Donc, je dois la jeter, qu'est-ce qui reste. Donc, si j'ai donné 5 mg, j'ai jeté l'autre moitié, le 5 mg. Ici, il y a un témoin qui va signer. Quand le témoin signe, c'est vraiment comme quoi la dose a été jetée dans le bac biorisque. Donc, une preuve que la personne n'a pas pris cette quantité restante-là, mais qu'elle l'a bien détruite. J'ai pris une ampoule, il y en avait 130 au début, j'en ai pris une, donc il en reste 129 dans l'armoire. Puis ici, c'est le nom du médecin et la signature de la personne qui a préparé la dose de médicament. Vous aviez un deuxième exemple ici avec du Dilaudid 2 mg que le patient doit recevoir. Donc, même principe, on a toujours la date de la réception, combien on a reçu de la pharmacie. Le médicament, c'est du Dilaudid 2 mg par ampoule.
Ici, on a la feuille de décompte, donc la première ligne. Quand on a reçu de la pharmacie, il y avait bien 50 ampoules. On prépare pour administrer, donc année, mois, jour, 2013-01-29 à midi pour M. Pierre Gignac dans la chambre 210. J'ai préparé et je vais donner 2 mg. Il y a 2 mg dans une ampoule, donc je donne la totalité de la dose, ce qui fait que je n'en jette pas et je n'ai pas besoin d'un témoin. Donc, pour 50 000 ampoules, j'en ai pris une, il en reste 49, le nom du médecin traitant et la signature de la personne qui a sorti le médicament. Pardon. Même principe pour votre dernière mise en situation, à l'exception que cette fois-ci, c'est des comprimés plutôt que des ampoules. Même principe, on va venir ici, pardon. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, on va juste le corriger ensemble. Donc, année, mois, jour pour la date où j'ai pris le médicament. L'heure à laquelle je l'ai pris, donc 22 heures. Selon la mise en situation, on me disait qu'on administrait le médicament à Mme Ounoy Benzali dans la chambre 220. Donc, ici, le client, ça devrait être Ounoy Benzali, chambre 220. Ensuite, la dose donnée, on donnait 2,5, on donnait 0,5 mg. Donc, ici, on devrait retrouver dans la dose donnée 0,5 mg. J'ai des comprimés de 1 mg, je donne 0,5 mg, donc la dose jetée devrait être de 0,5 mg. Le témoin, donc la personne Pierre Roy, infirmier auxiliaire, contresigne la dose jetée. J'ai pris un comprimé, il y en avait 19, donc il en reste 18. Et la signature, en fait pas la signature, mais le nom du médecin traitant. Ici, c'était Dr Nagui Mahfouz qui devrait être le médecin traitant. J'espère que ça vous a éclairé un peu pour comment on remplit une feuille de décompte de narcotiques. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les prendre en note ou à venir me voir là, directement sur le Teams de la classe. À tout à l'heure!